Ouais, alors, quand on a pensé à cette journée, quand on s'est demandé un petit peu voilà, quel sujet on pouvait aborder avec vous et comment on voulait un petit peu organiser tout ça, on s'est dit que ce qui était important souvent, en fait, quand on est ado, et pour nous aussi, en fait, en tant qu'adulte, c'est la façon dont on vit avec les autres et comment est-ce qu'on a besoin des autres. Voilà. Et du coup, on est parti sur un premier constat, que je suis unique. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis unique. Vous ne me connaissez pas tous, mais je suis unique. Mais en fait, toi, tu es unique aussi. Lidwin, elle est unique. Yann, il est unique. On est chacun unique en notre genre. Il n'y en a pas deux comme nous. Même si j'ai un frère jumeau, ce qui est vrai, hein, j'ai un frère jumeau, mais on est différents. C'est-à-dire qu'on a beau se ressembler, on est... Lui, c'est Nicolas et moi, c'est Yann. On est vraiment uniques. Chacun, on est différents. Voilà. Et on est unique et en même temps, on ne peut pas vivre tout seul. On a vraiment besoin des autres. Vivre seul, je pense que c'est pas possible. Voilà. Ou sinon, on devient un peu fou, peut-être. Enfin, voilà. Et en même temps, il y a un autre paradoxe. C'est qu'à la fois, je suis unique, mais pour devenir pleinement moi-même, la personne que je suis, j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'être en relation avec les autres. Et Dieu a voulu que l'homme soit pas seul et qu'on ne vive pas chacun dans notre coin et qu'on soit vraiment en relation les uns avec les autres. Donc l'être humain, c'est vraiment un être qui ne peut pas vivre tout seul. On est fait pour vivre avec d'autres. L'homme est un être de relation. Et on a tous, autant qu'on est, le premier lieu où on est en relation avec quelqu'un, c'est notre famille. Les premières personnes en tant que bébé avec lesquelles je suis en relation, c'est mon père, c'est ma mère. Et puis plus tard, ou avant peut-être, ce sont mes frères et sœurs, si j'ai des frères ou des sœurs qui sont plus grands que moi. Et voilà, c'est vraiment la famille, c'est le lieu par excellence où je grandis et je grandis dans ma relation, dans le fait d'être en relation avec les autres. Et où je commence à devenir moi-même du coup. Mais il n'y a pas vraiment de famille parfaite. Enfin, je sais pas vous, je sais pas chez vous, mais chez nous c'est pas parfait. Moi, quand j'étais enfant, c'était pas parfait. Et donc, je peux rêver d'avoir un père parfait. Par exemple, un père super bricoleur. Voilà. Je peux rêver d'avoir une mère parfaite qui fait attention à mon alimentation, à ma diététique, à ce que je mange, voilà. Elle a l'air sympa cette maman, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je peux rêver aussi d'avoir des frères et sœurs parfaits, avec qui je m'entends super bien, avec qui on a une relation géniale, hyper équilibrée, formidable, voilà. Mais souvent ça ressemble quand même un petit peu à ça. Et puis l'objectif c'est quand même de bouffer le plus de BN avant les frères et sœurs pour en avoir le plus, quoi. Voilà. Donc on est bien d'accord, hein. On voudrait une famille parfaite mais on n'en a pas. Et surtout on choisit pas en fait. J'ai pas choisi mes parents, ils ont pas choisi que je sois leur fille, j'ai pas choisi mes enfants et ils m'ont pas choisi comme mère. Voilà, on choisit pas et donc on est obligé de faire avec le père que l'on a, la mère que l'on a, les frères et sœurs que l'on a. Moi, je peux vous témoigner un tout petit peu la relation que j'ai eue avec mon père. Papa, c'est quelqu'un qui est très autoritaire. Je pense que lui, en tant qu'enfant, il a vécu aussi un peu sous l'autorité paternelle et c'était vraiment quelque chose de très fort. Ce qui veut dire que, et en plus, on est 4 garçons, donc moi j'ai 3 frères, on est 4 frères en tout. Et en fait, je pense que papa, il s'est dit, j'ai besoin un peu de maîtriser un peu mes fils. Et donc, je vais montrer que je suis le père, que c'est moi qui suis fort. Et il a jamais montré ses sentiments. C'est-à-dire que mon père ne m'a jamais dit, je t'aime. Et il a toujours été, et je sais qu'il m'aime, et je sais qu'il me l'a jamais dit, il me l'a jamais exprimé comme ça, mais il a toujours été très autoritaire avec cette posture paternaliste. Voilà. Ça, c'est le côté un peu difficile à vivre en tant qu'enfant. Et le côté beaucoup plus sympa, c'est que papa m'a appris à jouer de la guitare. Et je pense que moi, ça a été super important pour moi, en tant qu'ado, de me construire autour de la musique et autour de la guitare. Et donc papa, il m'a accompagné aussi comme ça. Il m'a vraiment aidé. Et c'était sa manière, je pense, à lui, de me dire « je t'aime ». Et moi, j'ai une grande sœur et un petit frère. Et avec ma grande sœur, quand on était petite, ça ressemblait plus à ça qu'à la relation idéale. Elle m'a pas mal martyrisée. Elle me faisait faire beaucoup de choses. J'étais un peu son cobaye. Elle prenait un malin plaisir à me faire pleurer. Enfin voilà, il y a eu vraiment des périodes difficiles.
Et puis, c'est au moment de l'adolescence qu'on s'est retrouvés, en fait. Enfin, qu'on s'est trouvés, qu'on s'est mieux connus, je crois. Et qu'on est vraiment devenus complices. Et c'est vraiment devenu... on est devenus un peu confidentes. On arrivait plus à discuter. Et aujourd'hui, on s'entend très, très bien. Voilà. Mais donc voilà, on a des relations familiales qui sont plus ou moins faciles, qui sont plus ou moins sympas à vivre. Mais évidemment, vous vivez tous dans une famille, il y a des moments de tension, il y a des moments qui sont difficiles, on a des problèmes de communication, on n'arrive pas à dire les choses simplement. Et puis mes parents m'énervent, et puis mon frère ou ma sœur m'énervent. Donc il y a vraiment ces frictions, ces tensions qui existent au sein de la famille. Et en même temps, c'est grâce à ces relations familiales qui sont parfois super, parfois plus difficiles, que j'apprends plein de choses, que j'apprends à être en relation. J'apprends à aimer, j'apprends à être aimé, j'apprends que je peux blesser les autres et que les autres peuvent me blesser. J'apprends que je peux pardonner et que je peux demander pardon. Et ça, c'est important pour après les relations qu'on va vivre à l'extérieur de la famille. Le Seigneur peut vraiment m'aider dans mes relations, et en particulier dans mes relations familiales, à faire la vérité. Et en particulier apprendre à demander pardon, et c'est pas facile à demander pardon. Et aussi apprendre à pardonner. Voilà, donc c'est nos familles, on fait avec les familles qu'on a. On se disait que c'était bien aussi de se dire qu'il ne faut pas se comparer. Je pense des fois on a un peu la tentation de regarder les autres et de se dire oh là là, eux ils ont l'air hyper unis. On dirait que c'est super chez eux, ils font ça et nous on vit pas pareil. Et en fait la comparaison c'est souvent un poison. Et en fait voilà, il faut bien se dire que dans chaque famille il y a des super trucs et dans chaque famille il y a des choses plus difficiles et qu'il n'y a pas de famille modèle. Ça n'existe pas. Voilà. Nos relations avec nos parents, elles évoluent quand on grandit. C'est normal parce qu'on grandit, on est d'abord enfant, puis après ado, puis après adulte. Donc il y a vraiment cette espèce de montée dans la relation, dans ce qu'on est déjà soi, et puis dans la relation qu'on a avec les autres. Mais... Alors du coup, cette période de l'adolescence, ouais. Voilà, vous êtes dedans, hein, vous savez que c'est pas toujours simple, du coup, dans les relations avec les parents. Donc pour les parents, c'est pas toujours très simple de comprendre ce qui se passe dans la tête. Alors heureusement, on a trouvé une image qui va nous éclairer très très fort sur bien comprendre les sentiments des ados. Voilà, comment fonctionne un ado? Voilà. Entre un ado révolté, heureux, amoureux, désespéré, enthousiaste et complexé. On voit bien la différence entre toutes ces nuances de sentiments. Ou en tout cas, c'est peut-être la façon dont on voit les parents. C'est sans doute pas la réalité, mais des fois, c'est comme ça que les parents peut-être voient leur ado. Et puis, pour les ados aussi, c'est pas toujours très très simple que les parents comprennent. Voilà. Donc les parents ont du mal à comprendre les ados et les ados ont du mal à comprendre les parents. Donc on a trouvé un certain nombre de règles, de commandements dans lesquels normalement vous devez vous trouver. Donc le premier commandement, toujours commencer, c'est d'aller voir le dernier jour de vacances. Sinon, c'est pas drôle. En même temps, on le reproche à nos enfants, mais nous, on a fait pareil quand on était ados. C'est ça le truc qui est un peu... Voilà. Je vous propose le deuxième commandement, toujours laisser 2 serviettes de toilette et 3 draps de bain traîner quelque part, toujours. Spéciale dédicace à Siméon Crousier, celui-là. Voilà, les serviettes mouillées sur le parquet de ta chambre. Youhou! On va pas tous les faire, on a appris un peu un florilège. Donc le 14e qui est pas mal, c'est toujours prétendre après avoir obtenu une mauvaise note que c'est la faute du prof toujours. Et rajouter que les amis ont eu bien pire. Hashtag appelle-moi jambon. Avec des fautes d'orthographe. Faute d'orthographe dans appelle-moi jambon, donc c'est normal. Et puis le dernier... Saint Wi-Fi, priez pour nous. Voilà. Donc j'imagine que vous vous reconnaissez un peu là-dedans. Moi, par exemple, le grand truc quand j'étais ado, c'est que je prenais des douches qui duraient genre 20, 25, 30 minutes et je voyais la tête de mon père qui devenait hystérique et qui me disait Sabine, t'es gentille. Chez nous, c'est pas les grandes eaux de Versailles, donc tu vas te calmer sur la douche, quoi. Puis je faisais toujours... Donc voilà, plus sérieusement, on a vraiment l'adolescence qui est un état entre l'enfance et l'adulte. On passe un peu d'un modèle quand je suis enfant où je vois mes parents, où normalement comme ça vous voyez vos parents et pour vous vos parents c'est Superman et Superwoman, c'est vraiment des modèles. On est un peu dans cette période oui.
On est d'accord toujours avec nos parents à ce moment-là, quand on est petit. Voilà. Puis après, il y a la période ado, c'est la période que j'appelle non-non, où mes parents commencent à me gonfler et où je peux plus les entendre. Et donc, on rejette tout en bloc, quoi. Donc, c'est vraiment le non-non. On passe du oui-oui au non-non. Et puis, on a la période où on devient adulte. C'est la période oui-non. Être adulte, en fait, c'est faire des choix. C'est repérer ce que j'ai aimé dans ma famille et la manière dont je veux que ma future famille soit aussi. Et puis, c'est mettre de côté ce que j'ai moins aimé dans ma famille. Donc, on se positionne en tant qu'adulte et on fait vraiment la part des choses. À l'étape de l'adolescence aussi, on aspire à plus de liberté, plus d'indépendance par rapport à ses parents. Et donc, les relations en dehors de la famille prennent plus d'importance, prennent beaucoup d'importance, et c'est bien, et c'est normal. Ce sont tous vos amis, tous vos potes, votre bande de copains, les coéquipiers de notre équipe de sport, ceux qui sont dans nos classes, nos amis sur les réseaux sociaux, voilà. Tout ça, ce sont nos relations. Et ces relations, elles sont plus ou moins profondes, plus ou moins vraies, plus ou moins sincères. Voilà, elles n'ont pas toutes la même valeur en termes de profondeur. Mais on sent en même temps qu'au milieu de toutes ces relations, on a quand même vraiment besoin de quelques véritables amis. Pas beaucoup peut-être, mais vraiment ceux sur qui on peut compter fermement. Et on a listé quelques repères qui peuvent être des indices de la profondeur d'une amitié. Alors, on se disait qu'un véritable ami, il sait m'écouter et il me motive. Un véritable ami, il est toujours là pour moi. Il est sincère avec moi. Un véritable ami me fréquente par plaisir. Il ne me juge pas. T'avais sauté une ligne en fait. Je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Un véritable ami est désintéressé. Il me respecte. Un véritable ami n'est pas possessif. Un véritable ami se réjouit pour moi. Et enfin, un véritable ami me fait confiance. Alors le cahier des charges est pas facile, hein. Ça fait beaucoup de choses. Et évidemment que nos meilleurs amis, ils cochent pas tous les jours, toutes les cases. Et que dans toute relation, même amicale très forte, il peut y avoir des hauts et des bas. Et Benjamin l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des hauts et des bas dans la relation familiale, évidemment. Et voilà. Et donc, quand moi j'attends toutes ces qualités de la part de mes amis, je peux aussi me poser la question, est-ce que moi-même, en tant qu'ami, je suis capable de cocher toutes ces cases-là vis-à-vis de mes amis? Est-ce que mes amis pourraient dire de moi que je suis désintéressé, que je suis sincère dans toutes les relations que j'ai avec eux, etc., etc. Que ça vaut le coup, en fait, d'essayer de repérer, de voir comment est-ce que moi je me comporte avec mes amis, de voir comment je suis dans ces relations, de repérer aussi ces relations qui ressemblent à de l'amitié mais qui manquent de quelque chose, qui manquent de sincérité, qui manquent peut-être de simplicité ou de vérité. Et puis aussi mesurer la chance que j'ai de vrais amis, qu'ils existent ces vrais amis-là. Voilà. Et puis pour revenir à notre super liste là, de toutes les qualités qu'il faut avoir pour être un super ami, un véritable ami, on s'est dit en les réalisant qu'en fait il y en avait quand même un. En fait nous on en connaît un quand même vraiment qui a toutes ces qualités. Voilà, c'est Jésus. Parce que lui vraiment il m'écoute, il me motive, il est toujours là pour moi, il est sincère avec moi, il me juge pas. Jésus, il me fréquente, il a envie que je le fréquente. Il est désintéressé, il me respecte, il n'est pas possessif, il se réjouit pour moi, il se réjouit de mon bonheur et il me fait confiance. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous invite à vivre dans la suite de la journée qui va venir, c'est d'essayer d'oser ce pari fou, de dire voilà, Jésus, je t'accueille comme mon ami. Sois vraiment mon ami et je peux vraiment lui parler comme un ami parle à un ami.
Et puis si j'en suis pas là dans ma relation avec le Christ, si je le connais pas très bien ou j'ai l'impression que lui me connaît pas bien, ben je peux l'inviter à venir en moi, je peux l'inviter à me parler, je peux l'inviter à me rencontrer, à être vraiment dans cette relation de rencontre, dans cette relation d'intimité avec Jésus.